bonjour à tous, y compris ceux à qui je n'ai pas fait de signe pour l'instant. Donc, Milly, Nassim et Lucas qui sont avec moi pour co-organiser cette session vont m'aider à faire rentrer ceux qui vont arriver pendant que je fais l'introduction. Je vous propose de démarrer, puisque les bons événements démarrent à l'heure. Et donc, nous sommes déjà en retard, donc il ne faut pas abuser. Je suis vraiment ravi ce soir d'accueillir Alexandre Gérard. Le thème est audacieux et certains diront poil à gratter, moi je dirais réaliste. Vous savez, il y a des statistiques sur les merge and acquisition qui expliquent à quel point les fusions sont difficiles dans le business. Eh bien, les transformations, c'est à peu près du même acabit, du même niveau de difficulté, peut-être même plus dur. Parce que les cultures sont tenaces. D'ailleurs, heureusement, on est humain avant tout. Et donc, lorsque vous faites des changements, lorsque vous faites des transformations managériales, c'est souvent très difficile. C'est sans doute plus facile d'ailleurs de repartir de la table rase avec une nouvelle organisation. Mais si c'était ça le rythme des affaires, toutes les entreprises auraient un cycle de vie extrêmement court. Il se raccourcit, ceci dit, mais le principe, c'est quand même d'arriver à faire évoluer une organisation et de l'adapter au fur et à mesure. Donc merci d'avoir choisi, Alexandre, un titre qui pour moi est très réaliste. Pourquoi 90% des organisations échouent dans leur transformation collaborative? Je suis très heureux de t'accueillir parce que tu es un leader qui est singulier, qui fait partie des personnes que j'ai rencontrées parmi les 200 personnalités que j'ai pu interroger dans le cadre du livre qui sort chez Erol prochainement, qui s'appelle l'entreprise Nouvelle Génération. Les 200 personnalités que j'ai interviewées dans le monde entier sur leur façon de disrupter le management, tu en faisais partie, Alexandre. Tu as été un des premiers que j'ai souhaité voir, parce que tu es référent dans ce domaine par l'expérience que tu as acquis et pas par les thèses ou les recherches que tu as réalisées. Tu en as fait aussi, mais ce qui m'intéresse moi, en tout cas dans mon travail, ça a été de faire témoigner des managers pour que d'autres managers qui sont dans la même réalité s'inspirent non pas des thèses et des théories, mais du réel. Voilà. Parmi les partis pris que j'apprécie le plus chez Alexandre, je citerai le suivant qui a fait le titre d'un article d'ailleurs. Ceux qui sont sur le terrain savent mieux que les autres ce qu'il convient de faire. Voilà. Moi, j'ai toujours été convaincu de ça, et donc quand j'étais à court d'idées, c'est-à-dire souvent dans mes positions de manager, et plus j'avais de personnes sous ma responsabilité, moins j'avais d'idées de ce qu'il fallait faire, parce que plus c'était compliqué. Une des méthodes pour m'en sortir, ça a été souvent de lancer un concours d'idées qui faisait du bottom-up et qui tout simplement faisait remonter les idées des praticiens. Alexandre, tu es aussi président donc de Innovon, tu nous en parleras, et comme tu l'as écrit dans un article récent, tu as eu deux vies. La première de patron, si j'ose dire, comme les autres, qui croyait à la hiérarchie et au contrôle. Tu expliques qu'elle s'est soldée par un échec. Et puis l'autre, qui est celle de la vie d'un dirigeant libéré. Tu nous expliqueras aussi ce que tu mets derrière ce mot qui est très connoté aujourd'hui et souvent de façon péjorative. Mais quand le dirigeant est libéré, ça a une signification précise dans ma tête. Je pense que tu pourras nous en parler. Et tu expliques aussi que pendant 15 ans, tu as martelé la confiance n'exclut pas le contrôle, ce qui est une phrase terrible, et que tu as appris depuis que cette maxime était de Lénine, ce qui explique probablement pourquoi elle est terrible. C'est qu'en fait, bon, elle a inspiré beaucoup de régimes autoritaires derrière elle. Ta société se développait bien, vous étiez en forte croissance, vous embauchiez à bloc et comme tu le décris bien, vous partiez à la conquête des marchés internationaux. Et puis en 2009, alors que Chronoflex, qui est cette société dont je parle, employait 300 personnes, tu as dû faire face à une crise forte. Et donc, je te laisse nous dire la suite et pourquoi donc 90% des organisations échouent dans leur transformation collaborative. Merci Luc, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous rencontrer tous ce soir, de passer ce temps avec vous. Euh, Effectivement, donc je suis un entrepreneur assez conventionnel. J'ai commencé à 25 ans
à la sortie de mon service militaire et j'ai eu la chance de créer une dizaine d'entreprises. Et après, effectivement, 15 ans de fonctionnement assez autoritaire, je vais vous décrire à quoi ressemblait mon lundi. 10 entreprises dans le groupe, 8h15, première équipe, décision, exécution, et on passait à la deuxième équipe à 9h15, etc., etc. Et je passais à peu près 10 heures en codir tous les lundis, puisqu'il y avait 10 entreprises dans le groupe. Et je vais vous confier que j'adorais ça. J'adorais ça. J'adorais ça parce que j'avais un sentiment de puissance. C'était génial pour moi. Et puis finalement, tout ça, mais je me suis rendu compte que c'était juste, ça nourrissait mon ego, quoi. Voilà. Et ça, pas grand-chose d'autre que ça. Et quand en 2009, on est percuté par la crise, quand il faut licencier, ou en tout cas se séparer de plus de 60 personnes en quelques mois pour faire face à cet effondrement de marché que nous vivions, là, il y a un traumatisme très fort qui apparaît à la fois chez moi à titre personnel, mais aussi dans le collectif. Et pour moi, ça va se traduire en une question, qu'est-ce que je peux faire pour ne jamais revivre ça, c'est-à-dire ne jamais avoir à virer des gens que j'ai pas envie de virer. Et ça va être une quête assez longue qui va un jour me permettre de rencontrer Jean-François Zobrist. Et ce gars-là que vous connaissez tous, hein, l'ancien dirigeant de Favis, c'est André Picard, eh bien, va m'ouvrir les yeux sur une nouvelle façon de regarder l'entreprise. Et c'est le début d'une transformation qui dure déjà depuis 10 ans. Et ça fait 10 ans que nous fonctionnons maintenant, après 15 ans de fonctionnement en command and control, ça fait 10 ans que nous fonctionnons en collaboratif. Alors le groupe aujourd'hui, c'est à peu près 400 personnes, un peu plus de 400 personnes, 8 métiers différents. Donc l'entreprise la plus connue, c'est Chronoflex, mais il y en a d'autres dans la com, dans l'IT. On a un écosite, etc., pendant plusieurs choses. Et on fonctionne tous sur ces principes collaboratifs. Alors, la première chose, peut-être dire, c'est pas une entreprise collaborative. Alors, tu disais, Luc, le terme libéré. Alors, libéré, c'est un terme que j'aime pour moi. C'est-à-dire que l'entreprise, chez moi, elle a été libérée de moi. Libérer l'entreprise de moi. C'est ça que, pour moi, ce que ça veut dire, l'entreprise libérée, c'est j'ai libéré la boîte de moi. De la façon dont, en fait, je l'étouffais, dont je la, je la saturais, en fait, par ma présence qui était un petit peu omnipotente. Voilà. Donc, rencontre de Jean-François, euh, la compréhension que de toute façon, ça ne peut pas durer longtemps comme ça, et qu'il faut que je me réinvente. Et là, en fait, ça va être un travail d'abord de développement personnel qui va durer assez longtemps. Et d'ailleurs, ça s'est pas arrêté puisque 10 ans après, je continue de travailler sur moi et je pense que j'arrêterai jamais. Et c'est un travail vraiment profond de transformation de la culture de l'entreprise, mais ça, je vais revenir tout à l'heure là-dessus. Juste pour vous dire que c'est pas du tout une entreprise bisounours. Il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas. Mais je peux dire que globalement, il y a un niveau de plaisir dans cette entreprise qui est assez fort, qui nous donne une agilité assez importante et qui fait qu'aujourd'hui, on a dans les travaux publics qui est très lié à notre activité, on a eu une crise importante en 2014 et 2015 qu'on a traversée assez facilement. Et aujourd'hui, le contexte Covid fait qu'on est suffisamment agile pour, alors je ne vais pas dire que c'est facile, mais je dirais que ça se fait globalement assez bien. Voilà. Alors, peut-être un premier point, c'est dire finalement comment ça se résume vu. Alors ce que je partage avec vous, ce ne sont pas des vérités, hein, je dirais éventuellement des convictions ou un peu de retour d'expérience, mais ce que je partage avec vous, surtout challengez-le et puis décidez de ce qui est bon pour vous. Et je ne suis pas là pour vous dire la vérité. Voilà, je vous propose un point de vue simplement ce soir et vous en faites ce que vous voulez. Si j'avais résumé notre démarche ou la démarche des gens qui font comme qui travaillent sur ces chemins collaboratifs, je dirais que euh, quelque part, le dirigeant conduit un bus qui a 3 pédales. Le premier, c'est le fait de réussir à regarder d'abord positivement ses équipiers. Et ça va générer de l'effet Pygmalion. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça va générer de l'effet Pygmalion. Être capable de voir d'abord ce que font bien les gens avec qui on travaille plutôt que ce qu'ils font mal. Et ça, c'est contre-culturel. Hein. Rappelez-vous, quand on est tous à l'école, la première chose qu'on fait, c'est que quand on fait nos premières dictées, la maîtresse entoure tous les mots qu'on n'a pas bien écrits en rouge. On pourrait décider demain que par convention, on entoure en vert tous les mots qui sont bien écrits. Et ça serait déjà un bon début. Voilà. Donc, la première chose, à mon avis, le premier levier du dirigeant, c'est de se focuser sur ce que ses équipiers savent bien faire et de souffler là-dessus pour les faire grandir. Première pédale. La deuxième, et là je vais me référer à la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, qui a été
traduit qui est simplifié dans son regard par les travaux d'Isaac, qui dit finalement, on a tous besoin de trois choses pour s'épanouir, pour nourrir nos besoins intrinsèques. C'est le sentiment d'égalité intrinsèque, c'est la possibilité de réaliser son potentiel. Alors certains vont dire l'ikigai ou le sweet spot, des choses comme ça. Et puis la troisième, c'est l'autodirection, la possibilité pour moi d'agir dans mon environnement, dans mon contexte, et de servir le projet collectif sans avoir besoin de l'accord d'un chef ou d'une procédure. Donc ça, c'est ma deuxième pédale, nourrir les besoins intrinsèques. Et puis le troisième, je dirais, c'est de notre mieux incarner, et surtout ne pas communiquer. Hein, vous connaissez cet adage qui dit dire fait rire, faire fait taire. Et je vous encourage vraiment à méditer ça parce que tous les gens qui parlent beaucoup dans l'entreprise, quand ils veulent faire des transformations, souvent échouent sur leur transformation. Je reviendrai là-dessus si vous voulez tout à l'heure. Donc finalement, ça, ce sont, à mon avis, les trois pédales, les trois leviers d'action du dirigeant. Hein. Regarder le positif d'abord, nourrir les besoins intrinsèques et incarner de son mieux. Et finalement, ça a une chaîne de conséquences qui est assez simple. Si je réussis un petit peu, globalement, je vais avoir plus d'équipiers qui vont être épanouis. S'il y a plus d'équipiers épanouis, il y aura plus d'équipiers engagés. S'il y a plus d'équipiers engagés, il y aura plus d'agilité dans l'organisation. Et s'il y a plus d'agilité, il y aura plus de performance. Voilà, le motto, si je voulais le résumer, c'est ça. Et ça pose bien l'idée que la performance est une conséquence et pas un objectif, contrairement à une organisation pyramidale où la performance est l'objectif. Hein. Peut-être que chez nous, on va raisonner plutôt à l'inverse, c'est de dire, en fait, moi, mon boulot de patron, c'est de faire en sorte que les gens soient le plus épanouis possible avec mes trois leviers. Et la conséquence, ça sera la performance. Voilà. Et ça, c'est une focale qui est très différente et que peu de gens comprennent dans les organisations conventionnelles. Voilà. Donc voilà, si je voulais peut-être faire cette petite introduction pour résumer un petit peu le point de vue que nous avons sur ce sujet. Voilà. Ah, bravo, c'est extrêmement dense. Ce que tu viens de dire, et je pense parle à chacun d'entre nous, enfin tous ceux qui ont quelques cheveux blancs sur la tête, c'est sûr, parce on a vu le modèle, particulièrement en France, de pointer ce qui ne va pas. Ça, je pense que tout le monde l'a en tête. Est-ce qu'on peut peut-être enchaîner sur les principaux freins que tu as identifiés pour les 90% des organisations qui échouent dans leur transformation Ouais. collaborative? Tu en as cité quelques-uns, soit en creux, soit en plein dans ton Ok, propos. Est-ce que je peux en parler. Alors, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, je passe à peu près deux tiers de mon temps à aider des boîtes qui se transforment. C'est devenu ma passion. Alors d'abord la transformation des organisations et aujourd'hui, ce qui me touche de plus en plus, c'est la transformation sociétale. Et je pense que ça s'emboîte en fait. L'un va avec l'autre. Et je ne parle pas de transition écologique, je parle de transformation sociétale parce que la transition écologique n'est qu'une conséquence de la transformation sociétale. Mais ça, c'est un autre sujet, on pourra y revenir quand tu feras un autre bouquin, Luc. Euh, euh, Pourquoi alors, et donc finalement, j'ai aidé aujourd'hui avec mon équipe, on a aidé une cinquantaine d'organisations, des PME, des ETI, des grands groupes, des filiales de grands groupes ou des BU de grands groupes, mais aussi des caisses de la sécurité sociale, des régions, des villes. Enfin là. Donc on a touché pas mal de trucs différents et aujourd'hui on a quand même pas mal de recul sur ce qui marche et ce qui marche moins bien. Pourquoi aujourd'hui je suis convaincu qu'il y a plus de 90% des organisations qui se plantent? Eh bien, à peu près toujours pour les deux mêmes raisons. La première raison, c'est que le dirigeant, excité par l'idée de pouvoir ouvrir de nouveaux horizons dans son entreprise, très souvent ne peut pas s'empêcher, ne peut pas résister à la tentation de réunir tout le monde et d'annoncer le grand soir. Vous allez voir, ça va être un truc génial, on va faire un truc, c'est l'entreprise libérée, c'est l'entreprise opale, c'est l'entreprise plate, c'est la pyramide inversée, c'est les 3 P. Vous appelez ça comme vous voulez, mais il annonce le grand soir. Et qu'est-ce qui se passe, nous, humains, quand on nous dit qu'on va, on va vivre une grande transformation profonde? Eh bien, il y a 70% des gens qui vont mettre les pieds sur les pédales et qui vont dire, comment ça, moi, me transformer, j'y vais si je veux y aller. Et tu ne vas pas décider pour moi. Et donc finalement, quand on annonce sa transformation, c'est contre-intuitif, mais ça va créer sur la majorité des gens dans la boîte des mécanismes de je mets les pieds sur les freins et je crée de la résistance. Et puis pour les 30% de gens qui pourraient avoir envie d'aller sur ce type de transformation, comme au bout de 6 mois, au bout d'un an, on n'aura pas démontré grand-chose, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont nous dire bullshit, vous nous avez vendu du rêve, vous n'avez rien délivré. Donc tout ça, c'est que de la flûte. Vos messages, vos discours, ça vaut absolument rien du tout. Donc la première chose, c'est contre-intuitif, mais plus on annonce, et moins ça va fonctionner. Alors il y en a d'autres qui vont mettre en place des game changers hein, ou des responsables de la transformation. Je fais une petite parenthèse, mais
en général, plus il y a de gens qui sont responsables de la transformation dans une boîte, et moins ça transforme. Pour une raison qui est très simple, c'est que les gens pensent que finalement, cette mission de transformation a été confiée à quelqu'un d'autre et ils s'exonèrent de tout travail sur eux. Et donc, voilà. Donc, mon retour d'expérience, c'est que plus il y a de gens qui font du change dans une boîte, et moins cette boîte se changera. Ça, c'est sûr. La deuxième grande chose qui fait que les entreprises ne se transforment pas, c'est que le dirigeant va tout de suite demander à ce qu'on change l'organisation. Et si on change l'organisation directement, imaginez que vous avez fonctionné avec un chef qui décide pendant 10 ans, et puis du jour au lendemain, le boss arrive en disant, maintenant, c'est plus moi qui décide, c'est vous. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien. Absolument rien. Absolument rien, puisque comme la prise d'initiative n'est pas reconnue, n'est pas encouragée, comme le test and learn n'existe pas dans l'organisation, eh bien, la majorité des gens ne vont pas se mettre en risque en répondant à cette injonction qui est de dire allez-y, décidez. Donc, dans l'immense majorité, peut-être qu'on pourrait dire dans les 2 tiers des cas, il ne va rien se passer. Et puis, si malgré tout il se passe quelque chose, ça va souvent être très compliqué pour le dirigeant. Imaginez que finalement, on est dans 1 tiers des cas, les équipiers décident quand même de prendre le dossier en main, essayent de faire quelque chose, et puis sortent une solution qui est rouge. Et le patron est convaincu que la solution, elle est bleue. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va laisser faire? Ou est-ce qu'il va dire, bon, ok, vous avez réfléchi, c'est bien votre truc là, mais il faut que je vous dise, la réalité, c'est que la solution, c'est bleu, c'est pas rouge. Donc, je ne peux pas vous laisser faire ça parce que ce serait quand même une grosse connerie. Ça, c'est le manque de laisser faire. Et on peut imaginer que dans une grande partie des cas, c'est ce qui va se passer. Oui, le dirigeant ne peut pas laisser faire une connerie parce qu'il sait que ce n'est pas la solution. On est loin du test and learn. Et puis, la petite frange qui existe après, c'est ceux des patrons qui vont laisser faire les choses, qui vont accepter que ça soit rouge au lieu de bleu, et qui vont se consumer à l'intérieur tellement ça va les ronger. Là, c'est le manque de lâcher prise. Et là, ça va me bouffer, ça va me ronger les tripes. Je les laisse faire, mais en même temps, c'est destructeur absolument pour moi. Et ça, c'est le manque de lâcher prise. Et c'est pour ça, à mon avis, que vous retrouvez derrière les cocktails mondains plein de dirigeants qui vont vous dire, tu sais, moi, l'entreprise libérée, j'ai essayé. Hein. J'aurais donné le pouvoir au mec, je leur ai donné le pouvoir, mais ça n'a pas marché. Ils n'ont pas voulu le prendre. Donc finalement, au bout d'un certain temps, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû reprendre la main. Parce que sinon, la boîte aurait été au tas. J'ai été obligé de reprendre la main. L'entreprise libérée, ça ne marche pas. Et ça, vous en trouvez à tous les coins de rue aujourd'hui. Voilà. Alors ma conviction, ça, on a dit de mon point de vue, hein, ce qui ne marchait pas, je pense que ça, c'est vraiment des choses on a vu dans plein d'endroits. Alors par contre, qu'est-ce qui marche? Eh bien, qu'est-ce qui marche? Il y a plein de chemins pour y aller. Et je vais peut-être en éclairer un qui est, vu de ma fenêtre, qui est plus efficace, plus rapide que les autres. Je le segmenterai en 3 étapes. La première étape, c'est la transformation personnelle de l'équipe dirigeante. Je pense que ça commence par là, et c'est le premier pas. Je le traduirai en disant revisiter son rapport au pouvoir et travailler son lâcher-prise. Et cette transformation personnelle, elle est un facteur clé de la transformation, à mon avis, aux 2 tiers. Et dans les 2 tiers de l'équipe direction, les 2 tiers, c'est le dirigeant lui-même. Alors finalement, c'est une assez bonne nouvelle, parce que ça veut dire que si le patron fait vraiment sa transformation personnelle, eh bien, globalement, la transformation de l'organisation se fait assez bien. Que l'entreprise fasse 500 personnes ou qu'elle fasse 5000 personnes. Ça se fait assez bien. Comment ça se fait ça? Ça se fait avec un professionnel. Et un professionnel, ça s'appelle un coach ou un thérapeute. Voilà. Ce changement de paradigme est tellement important, puisque on passe, je vais le résumer et je vais faire quelques clichés, mais on passe d'une logique où je fais tout pour réussir dans la vie à une logique où j'essaye de réussir ma vie. D'accord? Je le fais juste en cliché, mais c'est vraiment le changement de paradigme qu'on va devoir vivre. Arrêter de courir derrière le pouvoir, arrêter de courir derrière les symboles de pouvoir pour basculer sur une logique, un paradigme différent. Voilà. Donc ça, c'est la première partie, à mon avis, qui fait une transformation réussie. Combien de dirigeants sont prêts à aller faire un vrai parcours de transformation personnelle? Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vraiment, à mon avis, la base. Une fois qu'on a fait ça, ou qu'on a commencé ça, il y a un deuxième très grand travail qui est à faire, c'est le travail de transformation de la culture de l'organisation. Pour développer, je vais le résumer en disant, pour augmenter le niveau de confiance dans l'organisation, que les équipiers commencent à reprendre confiance en eux et que les équipiers commencent à reprendre confiance en l'organisation. Alors, je pourrais vous détailler ça un peu, mais c'est un travail qui prend du temps, où on va recréer des bulles de confiance un petit peu partout dans l'organisation et qui va permettre de développer, de remonter ce niveau de confiance. On prend souvent l'image du saut de la confiance.
la taille du saut de la confiance diffère suivant les entreprises. Une petite start-up qui a 6 mois, c'est un tout petit saut. Et puis la SNCF ou Airbus, ça va être des énormes barriques très très hautes qui vont être très très longues à changer. Et puis à l'intérieur de ça, eh bien, le comité de direction qui est à la manœuvre de la transformation a l'outil pour remplir la confiance. Et soit ils ont fait pas une très grosse transformation personnelle et ils vont jouer avec les petites cuillères, soit ils vont faire une grosse transformation personnelle et là ils vont jouer à la louche ou au saut pour remplir l'énorme barrique et là ça sera beaucoup plus facile. Donc ça ne dépend pas que de la taille de la barrique, mais ça dépend de la capacité de l'équipe de direction à vraiment faire sa mue et à se mettre, et à se mettre en mouvement, et à mettre en mouvement. Voilà. Je pourrais rentrer un peu plus dans le détail si vous voulez. Mais voilà, donc première étape, transformation personnelle de l'équipe dirigeante. Deuxième étape, la transformation culturelle de l'organisation. Et une fois qu'on a réussi les deux premières, la troisième, elle est très facile. C'est la transformation organisationnelle. Mais si une des deux premières n'a pas été faite ou si elle a été mal faite, la troisième n'arrive jamais. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc voilà, à mon avis, quel est le chemin le plus simple pour réussir à transformer une organisation. Et ce que j'observe, c'est que dans toutes les boîtes à qui on a pu donner un coup de main, au bout de 18 mois, quel que soit le métier, quelle que soit la taille de la boutique, à partir du moment où on a bien fait ces deux premières étapes, la troisième explose, c'est-à-dire, on n'a même pas besoin d'entrer sur la troisième pour que l'épanouissement des équipes et que la performance opérationnelle de la BU se mette à révéler. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre, de nous avoir éclairé un peu sur les facteurs clés de succès pour cette transformation. Selon vous, quels sont les indicateurs pour se dire justement, pour l'instant, on n'y va pas, on ne se lance pas dans cette transformation? Je peux le dire pour les autres, je ne peux pas le dire pour moi, mais je peux le dire pour les autres. C'est-à-dire que, en fait, quand quelqu'un nous demande de l'aider, en fait, on ne le fait pas systématiquement et on va vérifier son ancrage. On les fait bien sûr travailler sur leur pourquoi profond, leur why profond, parce que c'est une démarche qui est tellement compliquée, tellement complexe, tellement longue, tellement, tellement difficile que le dirigeant, plusieurs fois, va être en doute. Mais pas une fois, plusieurs fois, il va être en doute, et devant parfois des très très grands doutes existentiels. Et donc, de notre point de vue, enfin, pour notre part, nous n'accompagnons que les équipes dirigeantes dont la totalité des membres acceptent de travailler, décident de travailler sur avec des coachs personnels, et des dirigeants qui ont un why, qui ont un pourquoi très profond, qui vont qui vont laisser glisser tous les effets de mode, de machin et tout ça, et qui sont vraiment dans une transformation personnelle très profonde, avec un why très très profond. Ça, c'est vraiment la clé de succès parce que ça va être très difficile. Je vais ajouter un deuxième point, un certain nombre de croyances. Je vais en citer que 3. Je pense que chacun des dirigeants doit se regarder dans la glace en se disant, est-ce que fondamentalement, au fond de moi, je crois à la subsidiarité, c'est-à-dire que les équipes avec qui je travaille ont en elles les ressources pour faire face aux problématiques quotidiennes? C'est fondamentalement, est-ce que je crois à ça ou pas? Ou est-ce que je pense que je bosse avec des truffes et à ce moment-là, il vaut mieux changer de sujet? Le deuxième point, c'est est-ce que je crois à la puissance de l'intelligence collective? Mais l'intelligence collective, c'est pas oui dire oui sur le papier, parce que, comme moi, vous savez que l'organisation pyramidale, c'est la négation même du principe de l'intelligence collective. Donc, en fait, est-ce que je crois, je vais le dire différemment, est-ce que je crois que ce que j'ai fait depuis des années, finalement, c'est pas le bon chemin? Ça, c'est la deuxième croyance. Et puis la troisième, c'est est-ce que je crois que la transformation de mon organisation commence par ma propre transformation? On va retrouver cette phrase de Gandhi que vous connaissez tous, soit le changement que tu veux voir dans le monde, ou cette phrase de Jacques Chaise, qui est notre contemporain, et qui dit la porte du changement s'ouvre de l'intérieur. Voilà. Donc j'ajoute, après un ancrage très profond, eh bien, ces 3 croyances. Est-ce que je crois à la subsidiarité, à l'intelligence collective, ou à la puissance de l'intelligence collective, et que cette transformation d'entreprise passe par ma propre transformation? Si on ne coche pas toutes les cases, vaut mieux faire autre chose, je ne sais pas, du squash, du bateau, mais il ne faut pas faire ça, quoi. Merci beaucoup. Michael, peut-être que tu veux en profiter pour dire un mot, puis poser peut-être une question. Je sais que tu en as préparé une. Merci, Alexandre. Je trouve que c'est vraiment un sujet, la question de
comment on accompagne une transformation collaborative. C'est vraiment un sujet où on est tous en train d'apprendre, quoi. Merci déjà d'amener ces éléments, parce que nous, on est plutôt sur la transformation organisationnelle et j'aime beaucoup ce que tu dis. Moi, j'ai plein de questions, mais il y en a peut-être une, ce serait sur tu disais, je commence par la transformation personnelle de l'équipe dirigeante. Et du coup, et j'aime beaucoup de passer de réussir sa vie, dans la vie à réussir ma vie. Ça se traduit comment, dans ton expérience, une équipe dirigeante qui est à ce niveau de conversation? Parce que ça doit changer la dynamique, ça change la relation, ça change les rituels, les habitudes. On ne met plus l'attention au même endroit. Comme tu peux décrire un peu une équipe dirigeante qui, dans cette maturité, ça se passe comment? Alors, c'est le premier sujet quand on accompagne une équipe, de notre point de vue, c'est de passer d'une forme de bienveillance à du parler vrai. Hein. La bienveillance vécue dans la bienveillance fait énormément de mal aux organisations. Il faut basculer dans une autre ère qui est l'ère du parler vrai. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, on fait pas mal de sujets là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on travaille pas mal le parler vrai? Eh bien, au bout d'un moment, toute l'énergie ou la majorité de l'énergie que les équipes consomment dans le maintien d'un masque professionnel n'a plus besoin d'être. Hein. C'est souvent un petit jeu qu'on leur fait faire, c'est-à-dire, mais finalement, parmi vous, qui est le même au boulot qu'à la maison? Qui est un être authentique, c'est-à-dire le même ici et le même là. Et au début de ces transformations, il y a 99% des gens qui nous disent bah non, c'est pas la même personne. Moi, j'ai besoin de couper parce que voilà, je suis pas le même. Eh bien, le jour où ils se rendent compte que quand ils n'ont plus d'énergie à consommer pour maintenir cette espèce de masque professionnel, ils deviennent un être authentique. Et dans ce cas-là, tout ce qui se vit dans le comité de direction se transforme. On a mis de la poule de perlimpinpin là-dedans et c'est magique. Béatrice avait aussi une. Alors, je rappelle juste que Michael, tu peux dire la société que tu représentes, parce que tu es un des partenaires majeurs de NextGen, et j'en profite pour te remercier pour nous aider à organiser ces sessions. Très rapidement, on est Fabrique, on est spécialisé dans l'accompagnement de mise en place d'auto-organisation. Du coup, je suis très intéressé par tout ce que tu dis sur les conditions, plutôt qui ancrent dans la transformation personnelle et la culture, parce qu'on est convaincu de ça aussi. Mais je pense que c'est un grand sujet de comment on fait ça et comment on crée cette poule de Berlin-Pimpin dont tu parles. Je trouve que il y a une recette magique là qui m'intéresse. On peut enchaîner peut-être avec Béatrice Servieux, Béatrice, si tu veux prendre la parole pour poser ta question. Oui, bonjour à tous. Je m'interrogeais sur les étapes qu'on a décrites tout à l'heure et je me demandais si on pouvait revenir sur la deuxième plus particulièrement qui porte sur la confiance que l'on regagne dans l'organisation. Par les temps qui courent, les relations, elles sont un peu biaisées. Il y a encore pas mal d'organisations qui n'ont pas forcément repris une collaboration sur site, même pas en télétravail, la norme ou la moyenne étant 2 à 3 jours de télétravail actuellement. Comment, quand on télétravaille depuis 6 à 8 mois, qu'il y a des équipes qui sont coupées de toutes leurs parties prenantes, on fait pour rétablir la confiance ou la préserver? Alors, là, ça nous emmène sur un point très spécifique de ce type d'organisation qui est la gestion des périodes de crise. Là encore, on n'a pas suffisamment de temps pour rentrer dans tous ces détails-là, mais juste pour dire que la maturité d'une organisation, alors vous prenez Dan Beck, vous prenez Tribal Leadership, enfin, il y a plein de façons d'analyser, d'avoir des grilles de lecture là-dessus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas voir ça comme une courbe ou comme une droite, mais il faut voir ça comme un accordéon. C'est-à-dire que le niveau de maturité d'une équipe, elle monte, mais elle descend aussi vite qu'elle monte. Et ça dépend de deux facteurs. Les facteurs internes ou les facteurs externes. Les facteurs internes, il suffit que vous mettiez un nouveau membre dans un comité de direction et vous allez vous rendre compte tout de suite qu'on revient à l'étape 1, chacun rentre dans sa guerre de territoire. Oh là, je me méfie de l'autre, et avant d'apprendre à le connaître et à créer, à parler vrai, etc., on va redescendre à un niveau 1, et puis petit à petit, on va remonter. Les phénomènes exogènes, ça peut être par exemple le confinement, le Covid, la peur, etc. Alors, il se passe quoi dans ce cas-là? Eh bien, quand la peur rentre dans une organisation, je parlais
plus spécifiquement de ce qui se passe avec le confinement et le Covid, chacun de nos équipiers ont peur. Peur pour leur santé, peur pour leurs enfants, peur pour leur job, peur pour leurs parents, pour que la société éclate, etc., etc. Il y a eu beaucoup de peur. Et vous savez comme moi que lorsque la peur nous gagne, eh bien, c'est plus le cerveau qui raisonne, le cerveau, il passe en phase réflexe. Et le reptilien est là pour nous garantir la survie. Et le reptilien, eh bien, il réagit avec les 3 F. Fight, flight, freeze. Ça, vous connaissez tous ça. Et donc, si je reprends les chiffres des gens du RAID, hein, ils vous disent, si jamais vous vous faites agresser dans une rue sombre le soir, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 15% d'entre vous qui vont déclencher le réflexe du fight, c'est-à-dire je me bats jusqu'au bout. Il y en a 15% qui vont déclencher le réflexe du flight, c'est-à-dire j'essaie de me barrer, je survis par la fuite. Et il y en a 70% qui vont passer dans le mode freeze. Je suis tellement envahi par l'émotion que je vais rester complètement figé, en espérant qu'une chose, c'est passer entre les gouttes. Ça, c'est exactement ce qui s'est passé pour l'immense majorité de nos contemporains. Eh bien, très clairement, il est, de mon point de vue, impossible d'initier ou de faire évoluer une organisation tant qu'on n'a pas évacué la peur. Tant qu'on n'a pas évacué la peur. Ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit tant qu'on n'a pas évacué la peur. Et donc, comment on repousse les limites de la peur dans ce genre de choses-là? Eh bien, regardez ce que font toutes les forces spéciales dans le monde. Hein. Les forces spéciales, quasiment toutes, elles ont une préparation de l'action qui est collaborative, puis elles traitent leur mission, donc destruction, assassinat, exfiltration, enfin bref, tout ce que vous voulez, ou renseignement. Et puis le débriefing, et ça se fait en mode pyramidal, directif, ce qui permet de repousser le seuil du réflexe, le seuil du déclenchement du réflexe reptilien. Et puis après, ils vont débriefer en collaboratif. Et donc, moi, je vous encourage à réfléchir quand vous êtes dans des zones de peur, quand il y a des crises importantes dans des sociétés. Je pense que ce n'est pas du tout le bon moment pour faire de l'intelligence collective et du collaboratif à tout va. Je ne pense pas du tout. Je vais vous citer notre exemple dans le groupe. Lorsque le confinement a eu lieu, eh bien, nous avons passé un message qui était très simple à tout le monde en disant les conditions aujourd'hui sont compliquées, avec peu de lisibilité. Donc, nous sommes 3 à co-animer ce groupe avec Claudio et Jérôme. Nous reprenons la main sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, c'est-à-dire la relation avec l'État, c'est-à-dire les décisions de chômage partiel, etc. Nous reprenons ça parce que ça change toutes les heures et il faut aller très vite. On n'a pas le temps de mettre des processus d'intelligence collective pour consulter tout le monde à ce moment-là. Et on reprend, mais que sur ces territoires-là. Et dès que ça sera terminé, on vous rend les clés. Et donc, on a repris les mains au début du confinement et on les a rendues le 29 juin au collectif. Et on a fait notre boulot. Et ce qui est très amusant d'observer, c'est que quand on débriefe toutes les équipes en disant comment vous avez vécu cette période de confinement, aujourd'hui, une grande majorité des équipes nous disent merci d'avoir repris la main parce que ça nous a amené de la réassurance. Donc on faisait, on fait toujours d'ailleurs des débriefs toutes les semaines avec toutes les équipes en visio, et on a amené de la réassurance. Donc dans des cas très spécifiques où la peur rentre dans l'organisation, ma recommandation, c'est surtout pas de faire du collaboratif. Ce n'est pas du tout adapté à ce moment-là. Hein. Imaginez que vous ayez un enfant qui se noie à côté de vous, vous n'allez pas lui dire, mon petit chéri, est-ce que tu pourrais réfléchir à la façon dont tu pourrais te sauver tout seul? C'est pas comme ça que ça marche. Dans ce cas-là, vous le prenez et vous le sortez. Voilà. Extrêmement clair. Frédéric Moelle, je ne sais pas si tu veux poser une des différentes questions que tu avais prévues pour ce soir. Et si tu veux bien prendre le micro. Oui, je suis là. Oui, moi je voulais revenir sur une chose, sur le why, le pourquoi, qui est très important pour initier une démarche de ce type-là. Alors c'est vrai que le besoin d'agilité en fait amène beaucoup d'entreprises à se poser beaucoup de questions en termes de transformation, mais fondamentalement, enfin moi ce que je retiens, c'est qu'un point principal, c'est quand même la motivation profonde du dirigeant. Quels sont souvent les pourquoi, en tout cas les why qui sont rencontrés chez les dirigeants qui veulent vraiment aller vers ce type de transformation? C'est très, 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 très différent. Il n'y a pas du tout d'uniformité. Il n'y a pas du tout d'uniformité. Il y en a qui vont avoir des visions assez personnelles, d'autres qui vont avoir des visions plutôt universelles. Il n'y a pas du tout de points communs. Ouais, c'est très, très hétéroclite. C'est hyper hétéroclite.
suis désolé, Frédéric, d'être Frédéric, assez tu sec. peux. Non, non, mais c'est extrêmement clair. Frédéric, tu peux enchaîner si tu veux sur d'autres questions. Et si vous avez des questions à poser, ensuite on passera en prise de micro direct pour celui qui le souhaite. Frédéric, vas-y. Oui, donc moi je voulais, on a abordé un petit peu cette question-là sur les indicateurs. Euh, donc on a vu qu'il y avait plusieurs étapes, en tout cas en amont, pour bien vérifier, en tout cas que les feux étaient verts pour pouvoir démarrer une démarche de transformation. J'imagine que une fois que ces indicateurs-là sont verts, qu'on voit qu'il y a effectivement dans l'équipe dirigeante une volonté d'aller vers ce type de transformation et que la réflexion est déjà bien menée chez eux. Quelles sont les étapes en général de la transformation? Parce que effectivement, j'imagine qu'il y a des hauts et des bas pour le dirigeant, mais on peut aller plus ou moins loin, plus ou moins en profondeur dans ce type de transformation. Est-ce qu'il y a des caractéristiques, en tout cas des schémas types, où on voit véritablement des choses se mettre en place et des étapes qui sont nécessaires pour vraiment aboutir jusqu'à une transformation? Alors, je ne vais pas vous dévoiler ici nos protocoles d'intervention, évidemment, parce que ça serait un peu long et puis parce que ce n'est peut-être pas le sujet. Mais nos protocoles d'intervention sont assez riches, assez fournis et surtout un travail dans la longueur. En fait, il y a deux types de transformations. Vous connaissez la matrice des transformations. Imaginez une grille comme ça, avec est-ce que je suis volontaire ou est-ce que je ne suis pas volontaire? Bon, bah, évidemment, les transformations sont plus faciles si je suis volontaire. Et puis après, la deuxième niveau, c'est est-ce que j'ai du temps ou est-ce que j'ai pas de temps? Et évidemment, c'est mieux si je suis volontaire et si j'ai du temps. Ça, ce sont les transformations qui sont les plus profondes, les plus efficaces. Euh, mais on peut aussi faire des transformations rapides, volontaires et rapides, c'est ce qu'on appelle du retournement. Ça fonctionne aussi comme ça. Voilà. Donc nous, notre choix privilégié d'accompagnement, c'est on travaille la phase 1 et la phase 2, c'est-à-dire la phase de transformation de l'équipe dirigeante et la phase de la transformation culturelle. On la travaille sur 2 ans aujourd'hui à peu près. Voilà. Merci. Moi, j'aimerais revenir sur un point. Donc, vous aviez dit que voilà, en période de crise ou de peur, il est suggéré de reprendre un peu la main sur les équipes auto-organisées. Cette transformation, par la suite, elle remet aussi en question la position des managers. Et donc, comment est-ce que vous voyez leur nouveau rôle? Merci de cette question. C'est vraiment la population qui souffre le plus, vue par moi, c'est eux. En fait, je pourrais résumer en disant qu'il y a 3 types de populations. Il y a les équipiers qui, eux, en fait, vont voir que s'ils le souhaitent, ils peuvent prendre de plus en plus de responsabilités. Donc, si j'ai le choix de le faire et qu'on ne me l'impose pas et que je peux prendre des responsabilités, c'est juste hyper agréable pour moi. Ça me valorise, c'est vraiment très gratifiant pour moi. L'équipe dirigeante à l'autre bout, elle va en baver, mais elle le veut. Elle veut cette transformation, donc ils vont cheminer, ça ne va pas être facile, mais elle le veut. Et puis après, eh bien, il y a les managers au milieu, tous les managers intermédiaires, qui eux n'ont demandé rien à personne, vont devoir se transformer, parce que ça ne va pas durer longtemps avec du fonctionnement X dans du Y, et ils n'ont absolument rien demandé à personne. Alors c'est d'une violence absolue. Ces gens-là, toute leur vie, se sont battus pour avoir plus de pouvoir parce que c'est le code sociétal. Hein. On leur a dit, si tu veux réussir dans ta vie, eh bien, il va falloir que tu prennes plus de pouvoir, et plus de pouvoir, et plus de pouvoir. Et puis là, on leur dit, bah, finalement, les gars, on va arrêter, c'est plus la règle du jeu ici, c'est fini, c'est plus comme ça que ça marche. D'ailleurs, effectivement, quand un gars rentre chez nous et qui nous dit qu'est-ce qu'on peut faire carrière chez vous, ben nous, on lui dit, il vaut mieux que vous alliez ailleurs, parce que chez nous, on ne fait pas carrière. Hein, parce que chez nous, plus on monte, plus on descend. D'accord? Parce que plus on monte, plus on est au service de plus de monde. Donc finalement, ça change complètement le code de référence. Quoi. Alors, pour les managers qui sont dans la boîte, comment on fait ça? Eh bien, il faut les aider à changer de plaisir. Je vais essayer de le résumer un peu comme ça. C'est des sujets qui sont assez longs, mais je vais le résumer en disant il faut les aider à changer de plaisir. Ils ont une casaque, là, ils sont sur un cheval où le plaisir, c'est de faire, c'est un plaisir de décider. Voilà, je prends plaisir et je suis bon et je suis reconnu quand je décide, à passer à une autre casaque, à un autre cheval, où c'est plutôt le plaisir du jardinier, c'est-à-dire je prends plaisir à voir mes tomates grandir. Et pour réussir à changer sur ce plaisir de plaisir, il va falloir là encore travailler sur 2 choses différentes.
3 choses, on va dire, le lâcher-prise, la posture et les savoir-faire en intelligence collective. Le lâcher-prise, pareil, avec des coachs. Tous les managers chez nous, pour travailler leur posture, pour passer d'un manager à team leader, dans notre sémantique, manager, c'est un gars dans une organisation X. Je rappelle que la différence, c'est le manager, il est là pour servir un objectif, pour délivrer un objectif, et pour ça, il a une équipe à son service. Chez nous, un team leader, c'est différent. C'est l'équipe porte l'objectif et elle choisit son team leader qui est là pour aider l'équipe, pour guider l'équipe. Voilà. Mais ça fonctionne à l'inverse. Donc finalement, le deuxième point, c'est donc, le travail de lâcher prise, et ça se fait avec un coach. Entre parenthèses, aujourd'hui, 100% des équipiers dans le groupe qui veulent travailler avec un coach, ils ont besoin de me demander à personne, ils appellent les coachs internes, on en a plusieurs, et ils travaillent avec eux, je n'ai même pas besoin de savoir ce qu'ils font et qui le font. Voilà. Parce que ça, on sait que ça fait du bien à la boîte. Donc le deuxième point, c'est de travailler sa posture et apprendre. Alors, on parle beaucoup de posture basse, etc., mais ça, il faut arrêter aussi avec ça, quoi. La posture, c'est pas que de la posture basse, c'est aussi tenir le cadre. C'est aussi tenir le cadre. Et je veux dire, si vous ne tenez pas le cadre, vous n'apportez pas de sécurité. Si vous n'apportez pas de sécurité, vous n'aurez pas d'engagement. Donc, il faut arrêter avec les visions bisounours en disant on n'est que dans la posture basse, etc. etc. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il faut de l'assertivité des leaders pour qu'ils sachent tenir le cadre. Sinon, pas de sécurité, pas de cadre, pas de sécurité, pas de sécurité, pas d'engagement. Donc, deuxième point, c'est travailler la posture. Et puis, la troisième chose, c'est de développer des compétences. Et notamment, la compétence en facilitation en intelligence collective est absolument fondamentale. Fondamentale. Voilà les 3 choses sur lesquelles nous, on va focuser pour pouvoir faire ces transformations. Et là encore, ça ne se fait pas par l'injonction en disant toi, vous allez devenir des team leaders. Ben non, ça ne marche pas comme ça. On va travailler uniquement avec des volontaires et petit à petit, on va transformer la culture de la boîte. Voilà. Je suis un peu cash, je suis désolé, mais voilà, c'est ce que je pense profondément. Jean-François, je crois que tu voulais poser une question. Puis après, Céline. Ah oui, tout à fait. Bon, d'abord, merci Alexandre. Tes observations paraissent plus que limpides. Je trouve ça très bien de rappeler que les organisations sont très teintées par leurs dirigeants. Et si le dirigeant ne fait pas sa révolution copernicienne, il y a peu de chances que ça réussisse. Et donc, ma question est la suivante, c'est que y a-t-il une méthode à privilégier pour un dirigeant pour révéler son why profond? J'ai l'impression que vous êtes nombreux à me demander mes petites recettes de cuisine. Je vais rester sur les grands principes. Mais tu as raison. Alors, déjà, il y a un point qui est très important que tu as souligné. C'est vraiment important que tout le monde comprenne ce point-là, ou en tout cas, je vous encourage à méditer ça. C'est est-ce qu'une transformation peut se faire bottom-up? Je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Pour une raison qui est très simple. Dans notre pays, le législateur a donné le pouvoir disciplinaire au patron. Qui peut lui demander de s'affranchir de ça si lui, il n'a pas envie? Qui peut lui imposer de s'affranchir de ça si lui n'a pas envie d'abandonner ça? Personne. Absolument personne. Donc, alors qu'est-ce que c'est un patron? On peut le définir. C'est le patron d'une PME, c'est le patron d'une ETI, c'est aussi le patron d'une BU dans un grand groupe. À partir du moment où il gère son PNL et ses RH, et son emploi du temps, on va rajouter, il est suffisamment autonome pour pouvoir décider. Donc, je peux faire partie d'Orange et t'en sais quelque chose, Luc. Il y a des gens chez Orange qui ont fait des très très belles transformations et j'ai la chance d'en connaître quelques-uns. Et pour autant, on ne peut pas dire qu'Orange, ce soit un truc qui soit complètement collaboratif. Ou en tout cas, je me trompe peut-être. Mais ça fonctionne à partir du moment où il y a un dirigeant qui est très ancré et qui va maîtriser son PNL, ses RH et son emploi du temps. Voilà. Donc une libération vue par moi, et c'est encore qu'un parti pris, ne peut pas se faire en bottom-up. Voilà. Pour autant, dans un grand groupe, et on peut observer des pollinisations, j'allais dire de la contamination positive, où des patrons de BU commencent à se refiler le bébé, et puis on en a qui arrivent à des seuils, et j'espère qu'un jour on atteindra les masses critiques qui permettront que ces grands ensembles basculent. En tout cas, je suis convaincu que ça va arriver, puisque si on se projette dans le nouveau monde, et si je veux essayer de faire une opposition ancien monde, nouveau monde, très clairement, je pense que le collaboratif est un des ingrédients du nouveau monde. Alors, je ne suis pas le seul à le dire. Vous pouvez aller voir Guibert Delmarmol qui vous dit que l'économie régénérative s'appuie sur le local, le circulaire, le fonctionnel et le collaboratif. Voilà. On est plusieurs à défendre ces thèses et je suis convaincu que ce que nous expérimentons dans nos organisations aujourd'hui est une des clés de la construction sociétale de demain. Voilà.
Excuse-moi, Luc, je voulais juste apporter une demande de précision à Alexandre. En fait, derrière mon idée, c'était de savoir s'il y a un style de thérapeute que tu conseilles Ah, ou de oui, coach. ok. C'est plutôt ça, puisque le changement de ce que je comprends, personnel, ça me paraît un peu évident qu'il y a besoin d'assistance pour le patron pour le faire, quoi. Voilà. Alors, Donc, est-ce qu'il les y a un coachs, style de, ouais, ouais, alors ouais, les de coachs, coach? évidemment, je ne parle pas de coach performance, hein, d'accord? Juste, c'est peut-être bien de le préciser. Je ne parle pas de coach performance. Je parlais des coachs qui vont nous aider à travailler. Alors, si je veux dire le travail qu'on fait, on a une équipe de coachs avec qui on bosse depuis plusieurs années. Le travail qu'ils font avec les gens que nous accompagnons, c'est un travail qui va permettre euh, de mettre à un niveau de conscience beaucoup des processus inconscients. Alors j'assène des vérités que vous connaissez tous, hein. Je veux dire, on a l'impression d'un grand libre arbitre, chacun d'entre nous, et pour autant, il n'en est rien, parce que nos valeurs, nos drivers, nos parts d'ombre, les boucles qui sont associées à tout ça, font que globalement, on est prisonnier d'énormément de schémas. Et bien, ce qu'on va faire dans ce travail avec des coachs de développement personnel, ma préférence va pour d'anciens dirigeants, des gens qui ont géré un PNL. Ma préférence va pour des gens qui ont des approches de type gestaltiste, je vais réussir à le dire. Voilà des gens chez qui je pense qu'il y a un bon savoir-faire pour aider à revisiter le rapport au pouvoir et travailler lâcher prise. Alors, en répondant aux questions de Jean-François, tu as répondu aux questions de Céline, donc c'est parfait. Moi, j'avais envie de continuer sur ce que tu as évoqué, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques des organisations de nouvelle génération et de New Normal, hein, ce qui va devenir la référence désormais, pour te poser la question du passage à l'échelle de ces méthodes, puisqu'aujourd'hui, bon, déjà, il y en a 90% qui se plantent, donc déjà, ça fait un ratio qui est pas terrible. Et puis en plus, on reste quand même si en faisant le bouquin, je me suis aperçu qu'il y en avait, l'exponentiel est en train de démarrer, ça reste encore petit, ça reste encore niche à l'échelle mondiale, enfin, je pense que c'est indubitable. Qu'est-ce qui va permettre le scale? Alors, deux choses. On ne transforme pas une entreprise ou une organisation comme la société. Et à mon avis, et ça peut-être on pourra en reparler un jour plutôt au calme, à mon avis, donc on commence à comprendre bien les mécanismes de transformation d'une organisation. Ça passe par la transformation de l'équipe dirigeante et après, par une forme de ruissellement, on utilise l'organisation pyramidale pour pouvoir faire cette mue. Bon. Donc ça, on commence à avoir une bonne idée de comment ça fonctionne. Pour autant, ce n'est pas du tout comme ça que ça va fonctionner au niveau sociétal, parce que en tout cas dans mon prisme de lecture aujourd'hui, je ne vois pas de dirigeants politiques être capable de s'affranchir de cette quête du pouvoir. En fait, je ne vois pas ça possible, au moins à court terme. Et donc, dans ce cas-là, il faut utiliser un autre processus qui a été développé ou qui a été mis en exergue par des Américains, qui dit, alors je vais vous faire le résumé parce qu'il est assez incomplet, enfin il est incomplet sur quelques points à mon avis, mais peu importe. Et qui dit finalement, si on veut transformer une culture, alors qu'elle soit d'une société, d'un pays, d'une région, d'une ville, etc., il faut procéder par 4 étapes. La première, c'est dans le terreau de l'ancien monde, il faut dénicher les pépites du nouveau monde. Une fois qu'on les a dénichées, il faut les connecter. Puis, il faut les nourrir. Et enfin, quatrième étape, les éclairer. Je répète, identifier, connecter, nourrir et éclairer. Alors, je vous dis, à mon avis, c'est incomplet et ça mériterait des discussions un petit peu plus de discussions de salon pour en débattre. Mais là, il y a quelque chose qui est plus intéressant, qui est assez intéressant là-dedans. Et finalement, on va aller chercher une masse critique. Là encore, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais il y a des masses critiques qui sont à toucher pour être capable de basculer le grand ensemble. Voilà. Et moi, je pense que la transformation sociétale, elle va plutôt se faire comme ça. Et donc, je pense que Luc, tu fais vraiment ton boulot, puisque toi, tu es dans la partie éclairage. Hein, c'est ta spécialité, tu fais ça très bien. Et donc, je pense que voilà, tu es dans ce point. Il y a des boîtes qui font ça. Elles se connaissent, elles se nourrissent. Et maintenant, il faut éclairer ça auprès des décideurs pour que de plus en plus se l'approprient. Et quand on aura atteint cette masse critique, eh bien, c'est l'ensemble qui basculera. Voilà. Et c'est ça, ma conviction, c'est donc que la transformation d'une structure n'est pas du tout la même que la transformation d'une société.
Une autre question, et puis en attendant, vous pouvez réfléchir à peut-être une ou deux dernières questions. Je parle à tout le monde puisqu'on va finir à 18 h. Dernièrement, j'étais auditionné par l'association des juristes français qui regarde les organisations purpose-driven, donc à mission ou orientées vers un impact positif. Et ils me demandaient, puisque je leur parlais du travail que j'avais fait lors de mes interviews, si je considérais que la forme agile de l'agilité organisationnelle était co-structurelle aux organisations purpose-driven, aux organisations à impact positif. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est ton avis, pas le mien. Je le donnerai par ailleurs, mais ton avis là-dessus m'intéresse. Deux choses très claires. La première chose, et vous connaissez tous cette phrase, statut n'est pas vertu. Je vois beaucoup de gens qui courent derrière l'entreprise à mission, et pour autant, je pense que les organisations, je ne suis pas certain que la totalité des motivations pour aller chercher ce genre de choses soit très différente d'un peu de greenwashing ou d'aller chercher de la norme ISO, je ne sais pas quoi. Bon. C'est sûr, il y en a. Ça, c'est peut-être mon côté rebelle qui parle sans doute. C'est le réaliste qui reparle de nouveau. C'est mon petit côté rebelle sans doute. Et puis la deuxième chose, c'est que l'agilité, comme le lean, comme l'excellence opérationnelle, comme l'holacratie, ce sont des modes opératoires. Ça va dans la troisième case, c'est-à-dire comment fonctionne l'organisation. Et donc, ce ne sont pas du tout des éléments culturels. D'ailleurs, ce qui leur fait souvent défaut, c'est que si tu mets ça dans une boîte qui a une culture X, ça ne marche pas, voire ça ne marche pas du tout. Bon. Et moi, ma croyance, c'est que les équipes, qui de mieux que les équipes pour choisir les processus organisationnels dont elles ont besoin. Voilà. Donc ça, c'est ma croyance profonde. Et je pense que tous ces trucs-là, posés par le dirigeant qui souvent veut se rassurer quand il veut mettre un truc hyper structuré, ne fait pas autre chose qu'une forme de manipulation X dans le système. Bon, en tout cas, mais ça, c'est que mon regard. Donc je pense que c'est très bien que ça bouge. Ça, c'est indispensable qu'on sorte l'entreprise de ce prisme qui n'est que financier pour l'ouvrir à d'autres paradigmes. Ça, c'est la réalité. Je m'interroge sur les motivations des gens qui vont sur ce chemin. Et tu vois, personnellement, on n'est pas entreprise à mission. Et tout ce qui est norme chez nous, je fuis tout ça. Donc, en fait, les normes, c'est enfermant. C'est quelque chose que je fuis à grands pas. Voilà. Très bien, merci. Jean-François, tu voulais poser une question ou quelqu'un d'autre? Vous enlevez votre micro, vous démutez votre micro et vous posez votre question. Oui. Bah, écoute, désolé, je suis tellement passionné et stimulé par ce que dit Alexandre, donc j'ai du mal à résister à poser plein de questions. J'ai adoré la partie sociétale, donc l'élargissement, la problématique de la société et sa vision du pouvoir politique, qui est un peu bloquée donc, pour impulser le changement. J'ai bien apprécié la notion de masse critique, la façon dont elle se révèle entre repérer les pépites, les connecter, les nourrir et les éclairer. Alexandre a repéré un éclaireur, donc NextGen pour ne pas le citer. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si Alexandre a repéré les connecteurs. C'est-à-dire qui en France et en Europe, aujourd'hui, connecte les pépites. Merci Alexandre. Oui, alors tu mets le doigt sur un vrai sujet. Et je veux dire que je vais partager ma profonde déception sur ce sujet-là. Et en fait, on va retrouver là encore beaucoup de jeux d'ego dans tout ce qui s'est joué autour des transformations collaboratives. Entre ceux qui appellent ça les entreprises libérées, libérantes, plates, opales, bleues, vertes, rouges, jaunes, etc., je ne vois là-dedans que beaucoup de jeux d'ego en disant « moi j'ai ma vérité pour lire la situation ». Et je suis, pour ma part, consterné qu'il n'y ait pas une forme de regroupement informel multiconfessionnel, si tu vois ce que je veux dire, qui soulignerait nos points de rattachement, nos points communs, nos points de reliance, et non pas nos différences de chapelle. Voilà. Et c'est là où j'ai l'impression qu'il y a encore des jeux d'ego qui sont présents dans ce genre de choses, et ça ne peut que me consterner. Nathalie et Isabelle, pour clôturer.
Oui, alors je vais lire la question que j'ai mise sur mon chat. J'ai entendu et je partage, hein, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de recette miracle. Chacun ses propres chemins, vous avez eu le vôtre en tant qu'individu et en tant que collectif. Comment vous arrivez et comment vous mettez le curseur dans le cadre de vos interventions auprès d'organisations qui, eux, s'engagent ou souhaitent s'engager entre ce que vous apportez et ce qui émerge? C'est très simple. La première, c'est que aujourd'hui, on appuie nos interventions sur la base d'une réalité de transformation que nous avons vécue nous-mêmes et sur la base de l'autonomisation des gens qu'on accompagne. Je vais le dire différemment, de la non-création de dépendance. C'est-à-dire qu'on n'est pas un cabinet de consulting pour accompagner les gens, ça on s'en fout, on est là juste pour les aider à se poser les bonnes questions, à éclairer les enjeux de transformation vus par nous, mais on ne fait qu'ouvrir les fenêtres et c'est eux qui franchissent le pas, c'est eux qui écrivent l'histoire. Voilà, si je peux être très clair là-dessus, on sait ce qu'on fait et on sait ce qu'on ne fait pas. Voilà. Et ce qu'on ne fait pas, c'est s'inscrire et rester 10 ans dans la boîte. Nous, dans nos parcours, on a 9 journées, point barre. Et après, ça s'arrête. Quel que soit l'état d'avancement d'entreprise, on n'est pas là pour créer des liens de dépendance, contrairement à beaucoup d'organisations. Voilà. Isabelle, la dernière question et on clôture. Merci. Ok, merci. Dans beaucoup d'études scientifiques, le lien est fait entre la confiance et la justice organisationnelle, qui est finalement le fait que les personnes, au fur et à mesure, se sentent en sécurité parce qu'il y a quelque chose qui est carré, qui est juste. Et je voulais savoir déjà si ça vous parlait et éventuellement en lien avec cette création de bulles de confiance. Alors en fait, pour nous, le cadre, il est constitué, le cadre protecteur, hein, c'est celui qui permet l'engagement, qui amène la protection et la permission, vous connaissez tous les 2P ou les 3P, eh bien, il est constitué de la vision et des valeurs. Et la vision dans notre groupe, chez nous, c'est engager ensemble pour un monde meilleur. Ça a été co-construit avec tous les équipiers de la boîte, mais aussi avec les conjoints, avec des clients, avec des fournisseurs. On a un processus vision qui était globalisant sur l'écosystème. Et puis on a des valeurs. Et voilà. Et ça, en fait, ça constitue le cadre. Et donc, finalement, on va encourager l'erreur chez nous. On va vraiment encourager l'erreur et l'apprentissage qu'on peut en faire, mais on ne va pas accepter la faute. Et la faute, c'est la transgression du cadre. Et plus on va être capable de tenir ce cadre avec une fermeté incroyable, et plus on va avoir de la prise d'initiative à l'intérieur. Merci. Voilà. Merci, merci à vous deux. Merci Alexandre, tu as été brillant. Je le dis sans flagornerie. D'ailleurs, le nombre de participants est resté du début à la fin le même, donc je crois que tu as captivé absolument tout le monde. Je te le dis sincèrement, c'était excellent. Moi, je me suis régalé à titre personnel. De toute façon, je fais ça aussi pour ça, par pur égoïsme, parce que j'adore le sujet et puis les personnes qu'on invite. Bravo. Le mardi prochain, donc, nous serons le 20 octobre et donc nous serons avec David Autissier, le dirigeant d'HR Innovation Managériale Excellence Opérationnelle de l'ESSEC Business School. Nous traiterons la résilience organisationnelle, le nouveau défi managérial. Et le 27, un autre patron d'entreprise belge, très intéressant, qui parle très peu dans les médias. Je pense que ce sera une première d'ailleurs pour lui de faire l'exercice qu'on fait. Il manage une grosse organisation en Belgique qui s'appelle Partena, qui est déployée sur tout le territoire belge, et il déploie à l'échelle une gouvernance partagée. Et donc le témoignage de Michel Allais, le CEO de Partena Professional, sera très intéressant et assez exclusif. Donc voilà, ça n'est pas un teaser, mais c'est l'idée de se régaler à l'avance, de pouvoir avoir ce privilège de pouvoir échanger avec lui. En attendant, une bonne continuation à tous. Un immense merci encore à Alexandre et puis à nos partenaires, Fabrique, représenté par Michael aujourd'hui, qui est fidèle au poste et qui fait des choses excellentes. Et puis Ola Spirit, qui est la plateforme qui supporte les gouvernances partagées, que vous connaissez bien, je pense. Merci à tous, très bonne soirée et à bientôt pour le résumé de cette session rédigée en bon français
et en bon anglais sur les médias sociaux. Merci de ce point de vue-là à Daniel Bernardini qui est avec nous et qui fait des résumés excellents. Bonne soirée à tous, à bientôt. Ciao, ciao. On peut lancer la musique, Milly. On adore aussi la musique ici. Nous sommes des mélomanes.